dangerosité des sociétés, vous verrez qu'il y a des liens avec la communication précédente. Alors, schizophrénie, c'est une pathologie que vous connaissez bien, dont on connaît la prévalence, c'est à peu près 1% dans la population générale, et vous savez que cette prévalence peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs environnementaux, et en particulier socio-économiques, pouvant aller du simple au double, de 0,7 à parfois 1,4, 1,5, selon les endroits, et sont des facteurs environnementaux, et selon l'environnement aversif ou non. C'est une pathologie qui atteint des sujets jeunes, qui peuvent avoir des images tout à fait différentes. C'est vrai que c'est plus ou moins, ça peut être ceci, ça peut être aussi des gens qui sont brillants, et la maladie vient les casser dans l'évolution. Mais c'est surtout une maladie qui a une espèce de double contrainte, c'est-à-dire que les symptômes de cette maladie amènent les sujets à s'isoler, c'est surtout les symptômes négatifs, le retrait actif ou passif qu'on peut observer chez ces patients. Et puis, le double facteur, c'est aussi le regard des autres sur cette maladie, et c'est une maladie qui est extrêmement stigmatisante et qui amène l'environnement, le groupe social, mais parfois les plus proches aussi, à prendre des distances, à voire même parfois rejeter ou exclure les patients qui en souffrent d'une maladie tout à fait, qui a cette particularité au sein des autres troubles. Et donc ce rejet, ce double rejet, on connaît son image depuis toujours. Tout à l'heure, Franck Bailey parlait de moins 2000 avant Jésus-Christ, mais enfin, on pourrait voir tout au long de l'histoire la façon dont cette double exclusion peut se manifester. On a connu dans les grandes institutions cette image de la pathologie schizophrénique, avec ce rejet, cet isolement, ce souhait de ne pas être vu. Et l'image actuellement, surtout depuis le début des années 90, de la schizophrénie évolue plutôt dans ce sens-là, où avec une forte orientation vers la précarité, vers les gens qui se retrouvent dans la rue, et avec surtout un problème d'accès aux soins, une difficulté à accéder aux soins pour ces patients, et puis également vers les prisons, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Autre chose compliquée concernant la schizophrénie, c'est le système de soins, qui, vu du public ou des gens qui ne sont pas familiers avec les soins, est extrêmement complexe, compliqué, peu lisible, et puis surtout sur lequel restent accrochées des images très très fortes sur les gens qui soignent les fous ou les gens qui soignent les schizophrènes, restent avec des images un peu d'une complexité ou bien des choses assez rejetantes. Donc vous voyez, à toute époque, il y a ces images. Et puis, enfin, pour terminer cette introduction, une très forte sensibilité à ce qui va être diffusé dans les médias. Et l'image de cette maladie est très sensible. Et en France, il y a eu en 2004 l'affaire de Pau. Et il faut savoir que dans tous les pays d'Europe, il y a une affaire à peu près similaire. En Belgique, il y a eu une histoire dans une crèche avec un patient qui a tué des enfants, etc. Mais il y en a dans tous les pays. Et à peu près dans la même période, dans cette décennie, entre 2000 et 2010, qui a complètement inversé ou modifié, pas inversé, mais modifié l'image du public sur cette maladie. Et ce qui fait que depuis maintenant, puisque Pau c'est 2004, ça fait une dizaine d'années, l'image de la schizophrénie est très fortement liée à l'idée de dangerosité, pour prendre un terme qui n'est pas psychiatrique, qui est surtout légal, trouvé dans la justice, et puis la violence aussi, qui peut là être un signe, faire partie de la sémiologie de la psychiatrie. Et ces liens très très forts continuent à évoluer, on le voit partout, dans la façon de traiter le nom, dans la presse. Dès que quelqu'un se fait poignarder par un jeune homme, très vite, avant même qu'il y ait une confirmation ou quoi que ce soit, dans la presse on trouve qu'il s'agit d'un schizophrène, ou il s'agit de... etc. Donc les actes de violence, la schizophrénie, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Ça fait partie maintenant du débat public, c'est pas simplement un débat médical ou un débat qui se limite aux intervenants en santé ou même du médico-social, c'est un débat qui est très très large, donc du coup on peut dire beaucoup de choses et parfois n'importe quoi. Vous avez vu cette très forte réactivité aux événements médiatisés, ce qui contribue bien sûr à augmenter la stigmatisation envers la schizophrénie, alors qu'il y avait eu une évolution plutôt favorable jusqu'en 2004, et puis il y a eu une inversion des progrès dans la lutte contre la stigmatisation. Et bien sûr, tout ça, ce débat public a un impact considérable sur les mesures politiques, et les mesures politiques qui vont influencer l'organisation des soins, en France comme partout en Europe, et bien sûr un impact sur l'évolution de l'offre de soins et des politiques pénales, sociales et sanitaires. Alors pour revenir à la clinique, c'est pur, on connaît de façon très classique trois
formes particulières qui vont associer la schizophrénie à la violence. Les motifs, on va les retrouver dans des circonstances tout à fait différentes. Il y a d'abord choses qui sont connues, alors ça c'est la clinique psychiatrique connue depuis que la psychiatrie existe au XIXe siècle, des circonstances qu'on va observer chez des patients chez lesquels on va trouver une comorbidité neurologique, associée parfois même à un retard mental, et il s'agit d'une violence de type irritative qu'on retrouve très souvent dans le milieu institutionnel ou dans le milieu familial, avec une réactivité agressive chez des patients. Un deuxième grand chapitre, c'est les actes médico-légaux qu'on va observer lors des phases psychotiques aiguës, chez un sujet délirant, halluciné, pleine phase aiguë de sa pathologie. Et puis un troisième groupe, où on va retrouver des actes de violence chez des patients pour lesquels on va avoir on va dire maintenant des diagnostics additionnels ou des comorbidités avec des troubles de personnalité, en particulier de type personnalité antisociale, et également des comorbidités avec de l'abus de substances. Et pathologie qu'on connaît, qui a été, je vais revenir là-dessus, qu'on connaît sous le terme essentiellement d'éboïdophrénie, mais c'est cette pathologie-là qui a fait poser la question aux experts, psychiatres dans les tribunaux, sur les liens entre l'acte de violence et la pathologie, et s'il y a eu, à partir des années 90, aussi une évolution vers une pénalisation de ces actes qui n'étaient plus considérés comme médico-légaux, mais comme étant peut-être indépendants de la pathologie, et qui a contribué à augmenter de façon très nette le nombre de patients souffrant de schizophrénie dans les prisons françaises et aussi européennes. Alors, est-ce que la clinique change ? Est-ce que la clinique a évolué ? Est-ce que les patients sont de plus en plus violents ? Il semble que non. La problématique a toujours existé. D'abord, je vous rappelle que la psychiatrie est née dans l'idée de soustraire le malade qui souffre de troubles mentaux à la justice. Ce qui explique tout le remue-ménage un petit peu autour de la loi du 11 juillet qui réintroduit de la justice dans la prise en charge. Et le but étant de lui apporter des soins, avec l'évolution, bien sûr, des soins que vous connaissez depuis le 19e siècle. Mais le débat sur la responsabilité médico-légale et les problèmes de folie, c'est un débat tout à fait ancien. Il y avait les folies morales au 19e siècle, dans lesquelles il y avait tous les actes médico-légaux, et il y a eu, vous voyez cette photo, oui, de Kalbaum, en 1890, qui a introduit la notion d'éboïdophrénie, avec l'idée de soustraire à la justice des gens qui commettaient des actes de violence en particulier, mais de reconnaître que ces actes étaient liés à une pathologie. En particulier, il s'agissait d'une psychose, l'éboïdophrénie. L'éboïdophrénie parce que éboïdo, ça ressemble à l'ébéphrénie qui était décrite un petit peu avant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça atteint des sujets jeunes, ébé c'est la jeunesse, ça atteint des sujets jeunes, mais ça se différencie de l'ébéphrénie parce que l'évolution est favorable et même curable. Donc c'était tout à fait intéressant. Et je vous rappelle que Kalbaum fait partie de ces grands hommes de la psychiatrie qui ont créé la nosographie psychiatrique, surtout en affirmant que la maladie, lorsqu'elle est reconnue scientifiquement, c'est-à-dire avec cet effort nosographique, eh bien, devient la référence dans le débat médico-légal. Et à partir du moment où quelqu'un est malade, eh bien, il doit être soustrait à la justice. On était en 1890, c'était en Allemagne. L'Allemagne de Bismarck, on n'était pas du tout dans une période de crise, au contraire d'une période d'évolution, donc d'évolution économique et aussi d'évolution dans la qualité des soins. Cette entité a persisté dans la nosographie psychiatrique, il y a eu les éboïdes, l'éboïdie de Paul Guiraud en France, et puis, ce que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, la schizophrénie pseudo-psychopathique décrite par Henriet dans les années 60, et puis, c'est là que j'en reviens à la communication de Julien Guelfi, c'est que cette forme clinique a disparu dans les outils de classification, notamment le DSM-3 à partir des années 80. Et si on veut essayer de replacer ces patients quelque part, on pourra les placer dans les formes désorganisées ou dans le déficit. En tout cas, il n'y a plus d'entité spécifique. Et donc de faire disparaître une entité nosographique a des conséquences tout à fait importantes sur la façon dont on va approcher, sur l'identification de cette pathologie. Et je pense qu'il y a un lien avec l'évolution aussi de la perte d'identité nosographique amène aussi à ce qu'on se pose des questions sur les liens avec la maladie et puis qu'il y ait une pénalisation finalement d'un certain nombre de troubles mentaux. Donc ce n'est pas une clinique qui change, la clinique s'inscrit bien sûr dans un contexte sociétal, il y a
concernant les comorbidités avec les substances psychoactives, il y a des évolutions, évidemment, mais c'est surtout la nosographie qui a évolué avec un rejet des formes cliniques et qui n'a pas su intégrer, qui n'arrive pas à intégrer la complexité des comorbidités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données concernant les liens entre schizophrénie et actes de violence? Il y a des données, il y a des études qui sont réalisées, qui permettent d'avoir des choses assez importantes. Donc ça, c'est une étude qui fait date de 1998, publiée dans les archives générales de psychiatrie, et où on voit où sont répertoriés les actes de violence après une hospitalisation en psychiatrie en fonction des diagnostics. Et vous voyez que dans le suivi, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui vont présenter dans l'année qui suit des actes de violence. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que lorsque les auteurs distinguent les patients qui ont associé à leur diagnostic de psychose des addictions ou non, vous voyez que le pourcentage change considérablement et que chez les gens qui souffrent de psychose, troubles bipolaires, dépression majeure, eh bien, le nombre d'actes de violence, il est autour de 4%, ce qui correspond au contrôle dans la population générale. Ce qui fait que là, ne mettant en avant aucun facteur de risque lié à la pathologie concernant l'acte de violence. Et c'est bien sûr lorsqu'il y a des addictions associées, ou bien d'autres troubles, comme les troubles de personnalité ou les troubles de l'adaptation, dans lesquels, là, on voit 43%. Donc, ce qui fait que, là, c'est pas un argument en faveur de la schizophrénie comme risque. Une autre étude tout à fait intéressante qui va caractériser les actes de violence et aussi les motifs de condamnation chez les gens qui, alors, entre 7 et 12 ans après la sortie d'un hôpital. Et vous voyez qu'il y a des condamnations, bien sûr. Des condamnations pour violence, c'est 2,6%. Et puis, des homicides, c'est 0,3%, ce qui est un taux relativement faible par rapport à ce qu'on peut observer dans la population générale, en tout cas qui ne correspond pas à l'ampleur qu'on peut retrouver dans le débat public ou dans la presse. Il y a un certain nombre d'études récentes, que ce soit des méta-analyses, des revues qui confirment un petit peu ces données qui ont été des données préliminaires, notamment les travaux de Sina Fazel, qui est vraiment l'expert dans ce domaine. Je vous invite à suivre les travaux qui montrent que le taux d'homicide, c'est 1 sur 300, concerne un patient sur 300, et confirme aussi que le risque de violence, il est associé à la comorbidité, psychose avec addiction, et on va le retrouver, ce risque tout à fait identique chez les gens qui ne souffrent pas de psychose, mais qui ont des conduites addictives ou des addictions. En revanche, lorsque le patient souffre de psychose, mais sans trouble addictif, eh bien là, le risque est bien inférieur à ça et beaucoup plus proche de celui dans la population générale. Donc, ce qu'on peut dire sur les troubles psychiatriques et délinquance, et puis les troubles psychotiques en particulier sur la délinquance, c'est que d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les patients sont plus souvent victimes de violences que n'importe qui dans la population générale. Et je vous invite, il y a un article de Crum qui vient de sortir dans le British Medical Journal. Les patients, le risque de mort violente est aussi tout à fait considérable. Il y a un odds ratio, un risque relatif, c'est-à-dire on peut multiplier ce risque de 1,8 jusqu'à 9 s'il y a des addictions associées à la psychose. Donc souffrir de schizophrénie et être addictif augmente de façon considérable, jusqu'à 9 fois le risque de mourir par homicide. Il y a aussi, dans les actes de violence, il y a des liens avec la violence dirigée vers autrui, c'est la violence dirigée contre soi, c'est le suicide, et on connaît le taux de suicide chez les patients souffrant de schizophrénie. Le nombre absolu d'actes de délinquance concerne 3 à 5%. C'est 3 à 5% du nombre total par rapport à la population générale, et que l'homicide est vraiment très faible. Donc on connaît des facteurs de risque, et les facteurs de risque sont essentiellement liés non pas à l'essence même de la pathologie, mais ce qui lui est corollaire, c'est-à-dire est lié à l'environnement social, la précarité, l'isolement et les comorbidités, en particulier les comorbidités addictives. Donc il y a un paradoxe à côté de ce qui est mis en avant dans la presse, à ce qui est dans l'image, dans le regard public sur la schizophrénie, c'est que il y a un risque qui est médical qu'on connaît, puis il y a un risque communautaire qui est largement enflé. C'est 5 à 10% des crimes avec violence, incluant des homicides, sont commis par 0,5 à 0,6% des personnes souffrant de schizophrénie. C'est des chiffres qui viennent relativiser
quand même l'ampleur du débat public qu'on peut avoir et toutes les mesures qu'on pourrait, souvenez-vous, chaque fois qu'il y avait une affaire, il pouvait y avoir un ministre qui décidait de modifier la loi suite à une affaire unique individuelle. Les actes, dans les facteurs associés, dans les facteurs confondants, enfin qui sont associés, qui augmentent le risque de créer, qui doivent être identifiés, qui donc doivent être pris en charge, il y a bien sûr l'utilisation d'abus de substances qui augmente un petit peu. Donc vous voyez le premier bâton, là, schizophrénie, vous avez un risque qui est un petit peu augmenté, je sais pas qui est, voilà, c'est toi. Vous voyez qu'avec l'abus de substances, le risque est augmenté, mais lorsqu'il y a dans la symptomatologie, lorsqu'on observe, il y a des traits de psychopathie ou une personnalité psychosociale associée, vous voyez que le risque augmente considérablement, à tel point que c'est surtout cette dimension de psychopathie qu'on peut mesurer, il y a des échelles spécifiques, qui va augmenter le risque de dangerosité, à tel point que psychopathie seule, indépendamment de la psychose, va augmenter bien plus le risque de développer des actes de violence. Donc cette notion de comorbidité entre schizophrénie et troubles de la personnalité, c'est important. C'est vrai que les outils de classification ne sont pas très favorables à l'articulation ou à la comorbidité. Le fait de coter deux diagnostics différents, on a plutôt même tendance à l'exclure. Et on a aussi des références, des modèles théoriques qui nous amènent à exclure des comorbidités. Pourtant, la clinique nous enseigne que ces comorbidités existent, sont à prendre en considération et méritent d'être prises en charge, et que cette comorbidité, schizophrénie et troubles de la personnalité antisociale, eh bien, correspond tout à fait à la description et l'entité nosographique qu'avait dégagé Kalbaum à l'époque, qui a été poursuivi dans l'éboïdie avec Paul Guiraud et également Henriet, et qu'on identifie cette forme tout à fait particulière avec des troubles par rapport aux autres psychoses, c'est des troubles qui vont débuter avant, des troubles des conduites qui vont apparaître avant l'émergence de la psychose. C'est quelque chose sur le diagnostic peut se faire sur la biographie du sujet, et que les mécanismes sont certainement multifactoriels et justifient qu'il y ait bien sûr un certain nombre qu'on se penche là-dessus, qu'il y ait des recherches, et les mécanismes, il y a de l'environnement, il y a des carences affectives, carences parfois nutritives, de la défavorisation sociale, de l'histoire familiale de criminalité parfois, une pauvreté des relations sociales, amicales, des troubles de conduite, et puis un certain nombre de ruptures au niveau scolaire, au niveau professionnel, etc. Et des addictions qui peuvent aussi commencer tout à fait tôt. Alors, cette évolution de la société, cette évolution du regard sur la violence, des liens avec la schizophrénie, a amené aussi à mettre en avant la nécessité de développer des outils de mesure et parfois des outils de prédiction de la dangerosité. La dangerosité, je vous rappelle, est un terme qui n'est pas spécifiquement psychiatrique, et donc pour lequel, bien sûr, il y a un débat. Les travaux concernant ces échelles prédictives avec de violence sont des travaux principalement anglo-saxons, qui peuvent aider à la décision, qui sont maniés parfois, comme en Suisse, par des agents du ministère de la Justice et non plus de la Santé, pour aider et pour seconder la justice dans les décisions. Donc vous voyez un peu la problématique qui peut y être associée. Et il y a une claire opposition entre ces approches qu'on appelle actuarielles, c'est-à-dire qu'on va mesurer quelqu'un avec ces échelles à un moment donné pour en définir le risque ultérieur de dangerosité, ce qui bien sûr pose des problèmes, alors que l'approche clinique a s'appuie sur un autre esprit, évidemment. Le contexte social évolue aussi, et ça, il faut bien aussi l'intégrer. La violence est de plus en plus pénalisée, ne serait-ce que l'exemple des violences conjugales dont on parle, la pénalisation va en augmentant. Et vous voyez là simplement un indicateur, le nombre de condamnations pour violence entre 1997 et 2007 a considérablement augmenté. Donc c'est quelque chose qui crée bien sûr un climat tout à fait particulier. Et on en arrive aux prisons, puisqu'il semble que, ce que je vous ai dit, j'essaie de vous montrer qu'il y a une pénalisation de la maladie mentale, en tout cas de certains troubles mentaux, et qui explique, et ça vous avez sous les yeux une étude que vous connaissez certainement, qui est une étude qui a été diligentée par la Direction générale des soins et la Direction de l'administration pénitentiaire, étude qui a été prise en main par les professeurs Rouillon et Falissard, et qui montre des chiffres tout à fait accablants de la présence
de détenus souffrant de troubles mentaux. Et vous voyez, hein, la troisième barre, eh bien, c'est la prévalence des troubles psychotiques qui est de l'ordre de 10 à 12%, c'est-à-dire 10 fois hein, le chiffre observé en population générale. Ce qui veut dire qu'en France, actuellement, il y a 60 000 détenus, hein, et si on prend 10%, c'est-à-dire que 7 000 personnes actuellement, aujourd'hui, dans les prisons, souffrent de troubles psychotiques. On ne parle pas de troubles réactionnels qui pourraient être psychopathologiques ou psychiatriques suite à l'enfermement en prison. Il s'agit véritablement de maladies mentales dans les prisons qu'on observe. Et ce qu'on observe actuellement, c'est bien sûr quelque chose qu'on voit dans le monde entier. Il y a un rapport de l'OMS hein, qui dit qu'actuellement, c'est 1 détenu sur 7 qui souffre d'un trouble mental en prison, sans compter les différents troubles de santé qui peuvent être associés. Alors, 7000 patients psychotiques dans les prisons en France. Il y a à peu près 800 secteurs de psychiatrie en France. Ça fait 8 patients par secteur, si on est purement mathématique, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est 8 patients qui ont échappé aux soins, qui ont échappé au mouvement de désinstitutionnalisation, où il y a eu le redéploiement des moyens de la psychiatrie vers l'extra-hospitalier, et quelque chose de tout à fait, bien sûr, positif, mais n'a pas su prendre en charge ces patients qui, avant, étaient souvent hospitalisés ou réhospitalisés très souvent dans les lieux de soins qui étaient aussi des lieux de vie dans les grands hôpitaux. Et puis, c'est pas bon pour les patients d'être en prison. Je pense qu'il suffit d'aller dans une prison pour le savoir, mais si vous n'êtes jamais allé en prison, essayez de vous rendre compte. Il y a des études qui le montrent, et notamment cette étude de Baillargeon qui montre le taux de récidive par rapport aux autres détenus chez les patients souffrant de troubles mentaux et incarcérés. Et vous voyez que le fait d'avoir un trouble psychiatrique eh bien, augmente le risque de récidive, dans le sens récidive pénale, enfin récidive vis-à-vis de la justice, donc de réincarcération. Et vous voyez que le trouble psychiatrique qui pâtit le plus de cette pénalisation sont les troubles bipolaires, hein, avec... dont on connaît aussi l'impulsivité, dont on connaît les comorbidités, l'incident des comorbidités tout à fait effarant. Et vous voyez que chez les troubles bipolaires, le taux de réincarcération est tout à fait considérable. Et je peux vous dire que les patients bipolaires en prison sont en très très grande souffrance. Donc ces mouvements, vous avez vu là, c'est une image, ça reflète la désinstitutionnalisation en France, avec la diminution du nombre de lits, la diminution de la durée de séjour des patients, et qui fait qu'on est passé d'une psychiatrie qui était lieu de soins et lieu de vie à une psychiatrie qui est devenue exclusivement lieu de soins. C'est certainement très bien, mais il n'y a pas eu, pour ces 8 patients par secteur, d'alternative, d'ouverture, que ce soit dans le médico-social, dans le social, ou de structures qui pourraient les accueillir, permettant de les prendre en charge. Il n'y a que la prison. Et puis, dernier point, la prison, argument économique, le prix de journée d'une prison, c'est 90 €. Monsieur le directeur, je ne sais pas combien le prix de journée en psychiatrie, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc c'est un argument sociétal qu'il faut conserver en tête. Marcel Gaucher disait, donc vous connaissez, hein, historien, philosophe, donc disait que finalement ces patients-là, ces quelques patients qui sont à l'origine de ce qu'on va entendre dans les médias, dans les faits divers, ce sont les principales victimes des grands mouvements de désinstitutionnalisation, que leur pathologie abandonnée dans la rue les expose bien sûr à la précarité, aux comorbidités addictives et puis bien sûr aux délinquances avec les conséquences pénales et le cycle d'incarcération que l'on peut y connaître. Pourtant, et c'est ce que disait, c'est pour ça que je reviens à Kalbaum, c'était intéressant, il avait défini l'hémoïdophrénie comme étant, par rapport aux autres psychoses, curable, avec une évolution très favorable. Et ça, c'est intéressant. Les quelques patients hémoïdophanes que vous connaissez, que vous avez pu prendre en charge, si vous avez fait une prise en charge qui va jusqu'au bout, on voit qu'il peut y avoir une amélioration, qu'il y a des possibilités d'insertion, d'adaptation à un environnement qui sont parfois de bien meilleure qualité que ceux qui souffrent d'une psychose tout à fait. Donc, l'intérêt du traitement, ça c'est une image qui montre, c'est l'OMS qui l'avait montré, mais enfin on peut gagner à proposer des traitements à des gens qui, actuellement, n'ont pas d'accès aux soins. En prison, on voit des gens qui peuvent halluciner et délirer depuis 10 ans, qui n'ont jamais vu un psychiatre, alors qu'ils souffrent d'un trouble. Et puis, je termine avec
ce que propose Paul Mullen, qui est un grand psychiatre, professeur émérite à Londres, qui s'est toujours intéressé à la psychiatrie médico-légale. Il dit que si on arrivait à développer dans l'organisation des soins des mesures pour ces quelques patients, eh bien, on verrait, les conséquences pourraient être à l'inverse de ce qu'on observe dans le débat public, une diminution de l'incidence des crimes avec violence de l'ordre de 2 à 4%, une diminution du taux d'incarcération de 30 à 50%, et bien sûr, une amélioration de la qualité de vie les plus sévèrement atteints sur le plan social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre.